Dans les marais pontins, 60 000 hectares sont asséchés, ce qui contribue à vaincre la malaria. La bataille du blé, qui dure 6 ans, est destinée à permettre l'autonomie agricole de l'Italie et à promouvoir les vertus de la vie rurale. Pour sensibiliser la population et frapper l'imagination, le Duce vient en personne participer à la récolte, en chemisette. C'est en Italie que sont percées les premières autoroutes. Des villes nouvelles surgissent. Un grand plan d'urbanisme transforme Rome, où l'on construit une cité universitaire, des habitations à bon marché, où on déblaye le forum de Trajan et où l'on inaugure de nouvelles et grandioses avenues dans une frénésie architecturale. Tout cela dans un esprit de résurrection de l'Empire romain. Mussolini annonce pompeusement l'avènement d'une troisième Rome, après celle des empereurs et celle des papes. Tous les moyens sont bons pour tenter d'enraciner la dictature dans une vision millénaire de l'histoire. L'expansion territoriale est un thème majeur du fascisme. La Méditerranée devient dans les discours un lac italien. L'Adriatique, Mare Nostrum, notre mer. Mussolini n'apparaît plus que costumé en militaire pour annoncer que la guerre est pour l'homme ce que la maternité est pour la femme. Et que le XXe siècle sera le siècle durant lequel l'Italie prendra la direction de l'humanité. En attendant, la propagande fonctionne à plein. Le Duce, chef infaillible, est l'objet d'un véritable culte. Un philosophe dit de lui qu'il est un instrument employé par la Providence pour créer une nouvelle civilisation. La devise majeure du régime résume tout. Mussolini a toujours raison. D'ailleurs, il finit par le croire lui-même. La mégalomanie s'empare de lui et brouille son jugement. Personne n'a plus le droit de le contredire. Il exige de n'être plus guidé dorénavant que par ce qu'il appelle son instinct animal. Les discours atteignent des sommets de démagogie ou de contradiction. Dans une même phrase, il déclare que les fascistes sont aristocrates et démocrates, conservateurs et progressistes, réactionnaires et révolutionnaires, légalistes et illégalistes. Guardi del corpo! Voi siete soprattutto e volete essere la guardia del corpo della rivoluzione e del regime fascista. Qualche cosa che sia incagliato e forse spezzato. Le dictateur n'est pas seulement orateur, il est aussi un acteur énorme, parfois ridicule. Gestes grandiloquents, mimiques, poses avantageuses, grimaces, tout y passe. Le peuple, fasciné, l'idolâtre. Des mères lui demandent de bénir leurs enfants et on a vu des paysans s'agenouiller sur son passage. Il ne lui manque plus que la caution religieuse. Depuis longtemps, il a renoncé à l'anticléricalisme des débuts pour soutenir les vertus familiales et prôner la discipline, ce qui lui a valu les bonnes grâces du Vatican. En 1929, dans le cadre des accords de Latran, le pape admet de ne plus posséder que la cité du Vatican en échange de 4 milliards de livres. Le divorce est aboli et l'enseignement religieux est introduit à l'école. Mais surtout, le peuple et l'opinion internationale en concluent que le fascisme bénéficie de la bénédiction pontificale.
Entre-temps, en Allemagne, les troupes françaises ont évacué la Ruhr, conformément aux accords du plan Dawes, puis du plan Jung, qui étalera le paiement de la dette allemande sur 59 années. On peut croire alors qu'une période de stabilité et de réconciliation européenne s'installe. En réalité, il n'en est rien, et l'occupation puis l'évacuation de la Ruhr auront surtout servi à déclencher le réveil nationaliste allemand. Hitler, lui, a été gracié au bout de 6 mois de prison. Il a retenu la leçon de Munich et décide cette fois de conquérir le pouvoir par des voies légales, tout en renforçant les SA et une propagande basée sur les parades, les défilés et les bagarres aux réunions publiques. Tous les symboles porteurs de violence et de démagogie sont bons, comme cette cérémonie païenne des drapeaux que l'on fait se toucher comme par magnétisme. Une fois de plus, les événements vont servir Hitler. Le krach de Wall Street déclenche en 1929 une crise économique mondiale qui frappe l'Allemagne de plein fouet. Les Américains rapatrient leurs capitaux et la chute des exportations plonge à nouveau le pays dans la misère. Des paniques bancaires se déclenchent, des usines ferment leurs portes. Un tiers de la population allemande est frappée. Le nombre des chômeurs, ouvriers et classe moyenne passera de 2 millions au début de 1929 à 6 millions dans l'hiver 31-32. Beaucoup ne touchent aucune indemnité. Face au désespoir, il ne leur reste qu'à s'enrôler dans les SA ou dans les brigades communistes. Une fois de plus, le désordre profite aux extrémistes de droite et de gauche. Hitler, soutenu par les industriels, décidé à barrer la route au communisme par n'importe quel moyen, exploite tous les mécontentements et oriente sa propagande nationaliste sur le refus du paiement des réparations, la révision du traité de Versailles, la xénophobie et bien sûr l'antisémitisme. Les partis de gauche qui défilent dans les rues constituent également sa cible. Résultat, en 1930, aux élections législatives, les députés nazis passent de 12 à 107. En 1932, Hitler, qui a pu entre-temps se faire naturaliser allemand, se présente aux élections présidentielles face à Hindenburg. Il fait sa campagne dans un style nouveau pour l'époque, parcourant l'Allemagne dans tous les sens, prononçant 3 ou 4 discours par jour devant des foules considérables et de plus en plus fascinées. Il recueille près de 13,5 millions de voix, soit 37% des suffrages. Le vieux maréchal est élu avec 19 millions des voix et ne veut pas entendre parler d'Hitler comme chancelier. Il nomme von Papen, qui constitue un cabinet de barons sans majorité au Reichstag et qui essaie une politique de conciliation avec Hitler qui n'en veut pas et qui exige au contraire tout le pouvoir pour lui seul. Les élections de juillet donnent aux nazis 230 députés, qui constituent alors le premier parti d'Allemagne. Mais Hindenburg refuse toujours de désigner Hitler. Le Reichstag est encore une fois dissous et les nouvelles élections enregistrent un léger recul des nazis. Le général von Schleicher, nommé chancelier, essaie alors d'éliminer le mouvement hitlérien avec l'aide de l'armée, mais doit démissionner. Hindenburg, vieillissant, hésitant, ne sachant plus que faire devant une situation bloquée, se résigne à désigner le 30 janvier 1933 Adolf Hitler chancelier, qui accepte alors de partager le pouvoir avec les conservateurs. Conformément à la tradition, il lui fait prêter serment de fidélité à la Constitution de Weimar. En réalité, la République est en train de mourir. Le soir de la victoire, dans une parade triomphale sous les fenêtres de la chancellerie, une gigantesque retraite au flambeau défile en chantant « Aujourd'hui l'Allemagne est à nous, demain ce sera le monde ». Hitler célèbre déjà publiquement la révolution raciale allemande. Mais personne ne le prend au sérieux dans le gouvernement qu'il vient de constituer. Ni von Papen, devenu vice-chancelier, ni un petit homme à cheveux gris qu'Hitler méprise, mais dont il a besoin parce qu'il tient dans ses mains presque toute la communication. Alfred Ungenberg, qui contrôle un des plus importants groupes de journaux, une agence de publicité, et la UFA, la plus grande société allemande de cinéma.
Il n'y a que 2 ministres nazis, dont Göring, qui sera commissaire à l'intérieur pour la Prusse. Le 27 février, l'incendie du Reichstag survient, comme par hasard, au meilleur moment pour Hitler qui en profite, dès le lendemain, pour faire signer à Hindenburg un décret suspendant les libertés fondamentales. Le 5 mars, lors d'élections législatives, les nazis gagnent 93 sièges mais n'atteignent pas la majorité absolue. Les sociodémocrates et les catholiques totalisent encore 48% des voix. Mais le vieux chancelier ne se fait plus d'illusions et a compris que rien n'arrêtera plus Hitler. Devant le Reichstag, Göring fait un discours sur les droits de la nation allemande. Und stellt sich in dieser für das Leben der Nation entscheidenden Schicksalsfrage der Gleichberechtigung des deutschen Volkes geschlossen hinter die Reichsregierung. Hitler rassure les Allemands. Il passe pour un patriote sincère qui va balayer le régime impuissant de Weimar et rendre à l'Allemagne sa grandeur passée. En réalité, la peste brune s'installe. Hitler, qui a les pleins pouvoirs pour 4 ans, dissout le Parti communiste, puis les syndicats, et déclare parti unique le parti nazi. Les SS, nouvelle unité au nom suggestif de tête de mort, entrent en action. La dictature se met en place. Dans les réunions publiques, il n'y a plus que des uniformes, soit ceux de l'armée, soit ceux des nazis. Le ministère du Reich pour l'éducation du peuple et de la propagande est confié à Goebbels, petit homme affligé d'un pied beau, exceptionnel manipulateur de masse qui donnera au régime une dimension fanatique et religieuse. Première étape, la mise au pas intellectuelle est d'abord celle des artistes, des écrivains et des poètes. L'université est épurée. Dans toutes les grandes villes, on brûle en place publique les livres d'auteurs marxistes, pacifistes ou surtout juifs. Par exemple, le célèbre poème de Heine, La Loreley, sera déclaré d'auteur inconnu dans les nouvelles éditions scolaires. L'antisémitisme s'installe et le sadisme s'institutionnalise. Les premières vraies persécutions apparaissent dès 1933. Après les actes sauvages qui ont suivi la prise du pouvoir, une action nationale de boycott est organisée contre les professeurs, les étudiants, les avocats, les médecins et les commerçants juifs. Les mesures préconisées par Hitler dans Mein Kampf commencent d'être appliquées systématiquement, particulièrement en Prusse, région la mieux contrôlée par les nazis. Certains vont comprendre plus vite que les autres et fuir quand il est encore temps. Albert Einstein, Fritz Lang, Marlène Dietrich, Max Ophüls, Ernst Lubitsch et de nombreux autres, comme les frères Heinrich et Thomas Mann ou Bertolt Brecht. Mars 19...